Hey, salut à tous, trop contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle émission 100% running. Chaque mois, on va vous parler course à pied, nutrition, matos et plein d'autres choses, et tout ça avec bonne humeur et passion. Évidemment, j'allais pas faire ça toute seule, alors je me suis entourée d'une équipe de choc, des créateurs passionnés, engagés et un peu fous aussi. Je vous les présente tout de suite. Yuri de la chaîne Outdoor Hysteria, c'est un ultra runner belge, amoureux de nature, de liberté et de sensations brutes. Yuri vit chaque sortie comme une immersion totale dans l'outdoor entre l'effort extrême et grain de folie. Aujourd'hui, il vous embarque dans son univers et vous montre ce qu'il met dans son sac de trail, que vous partiez sur un 30, un 80 ou un ultra. Nuno de Kiffe ton Run, ultra runner portugais, ancien footeux devenu coach passionné, Nuno incarne le plaisir de courir avant tout. Il accompagne des coureurs de tout niveau et s'aligne régulièrement sur des distances extrêmes. Aujourd'hui, il va vous parler de VMA et vous montrer comment faire un test simple et efficace pour la calculer. Sophie et Thomas de la chaîne What's the Run, ils vous ont préparé une petite pépite animée, mais je vous en dis pas plus, vous allez voir, c'est assez canon. Et puis il y a moi de la chaîne Elisa is Running, vivant dans la région nantaise. Je suis là pour animer tout ça, canaliser les énergies, ou du moins essayer, et surtout partager avec vous cette passion de la course à pied sous toutes ses formes. Je vais vous raconter dans cette vidéo des anecdotes concernant 3 erreurs que j'ai pu faire en course à pied. Bref, asseyez-vous confortablement, ça commence maintenant. C'est qui Nous, c'est les What's the Run. On filme nos aventures course à pied, mais à vrai dire, on n'a pas toujours été comme ça. Elle, c'est Sophie. Lui, c'est Thomas. On est ensemble depuis 22 ans. Et on est les parents de Elliot, 4 ans. Et Ambre, 19 ans. En 2012, gros changement. Après des années d'obésité, je subis une opération, le bypass gastrique. Un vrai chamboulement. Fallait que je trouve un exutoire, et c'est la course à pied qui est entrée dans ma vie en 2014. En 2015, alors que je cours seule depuis 1 an, Tom me rejoint. Ensemble, on intègre la team Ruban Bleu. On court pour les malades de sclérose en plaques et pour promouvoir le sport santé. En 2017, on participe au Run Trip, un relais de Paris à Cabourg, à 8, en équipe, non-stop. Une aventure incroyable. Thomas s'y révèle comme coureur, on vit tous un moment magique, mais on filme rien, et ça, on l'a bien regretté. La graine YouTube est plantée. C'est en 2019 que What's the Run voit le jour. Cette année-là, c'est aussi notre découverte du trail long. D'un 78 km à l'UTCA à 177 km, on enchaîne défis, galères et apprentissages. En 2022, après 2 ans de Covid, on revient plus fort, plus engagé. On inclut alors Elliot lors de nos compètes et nos entraînements. On veut parler de parentalité sportive, d'inclusion et de solidarité. Le retour des gens est incroyable. En 2023, je quitte peu à peu mes baskets running pour m'essayer à une pratique plus minimaliste. Je découvre la course en sandales et tombe sous le charme de la marque Pantasandales. J'ai la chance d'intégrer l'équipe d'ambassadeurs Pantasandales mi-2024. En mai 2025, on est repéré par Cédric, directeur de l'agence Pulse. Une nouvelle aventure commence alors pour nous, sportive, humaine et collective. On a hâte d'écrire la suite avec vous. Merci beaucoup les What's the Run pour cette présentation. Moi pour ma part, je voulais aborder un sujet qui me semble assez important. Dans les dernières courses que j'ai pu faire ces derniers mois, j'ai vu que énormément de gens ne savaient pas comment préparer leur sac de trail et se retrouvaient avec des sacs trop gros, parfois très mal agencés et pas du tout ajustés à leur morphologie. C'est pourquoi j'ai décidé de vous montrer comment moi je choisissais mon sac de trail et deuxièmement comment je le préparais pour un trail ou même un ultra trail, car plus les distances vont augmenter et plus le contenu de votre sac va être normalement important. Et là tu te demandes surtout pourquoi je suis à l'arrière de ma voiture. Mais parce que généralement, les derniers détails que tu fais juste avant de démarrer ta course, c'est que tu te retrouves dans le coffre de ta voiture. Et donc, j'ai envie de te montrer que tu n'es pas spécialement obligé d'être dans ton petit chez-soi, dans ton petit Airbnb pour pouvoir faire ton sac. Je le fais directement là. Généralement, je prépare mon matériel pour ne pas oublier ce qu'il faut, mais je fais la préparation directement là.
Comme ça, mon sac est directement fité sur moi pour le départ. Ici, pour ma part, je suis parti sur un Salomon Advance-Skin 12, qui est le dernier modèle en date chez Salomon. Le gilet doit vraiment être hyper contre votre peau et vraiment très bien ajusté. Pourquoi? Ça s'appelle un gilet d'hydratation et pas un sac. C'est pour que ça reste vraiment bien en place quand vous le chargez et que ça ne commence pas à balloter. Nombre de gens que je vois avec des sacs trop grands ou vraiment pas adaptés à leur morphologie et le sac ne tient pas du tout en place et bouge énormément. Ce qui crée de l'inconfort pour le coureur, mais également pour les gens qui suivent. Dans ce sac, donc vous allez avoir tout votre matériel. Je suis parti sur le matériel que je prends généralement en ultra trail. Donc j'ai choisi mon pantalon imperméable, une seconde couche chaude, un bonnet et des gants. Et le plus important, la nutrition. J'ai également ma frontale, mes 2 frontales avec les batteries de rechange, le petit gobelet ici, réutilisable, mes 2 flasques et pour ceux qui sont adeptes, une poche à eau. Ce que vous devez prendre vraiment en compte, c'est qu'il y a du matériel que vous n'allez probablement pas utiliser et qui sont là simplement pour votre sécurité. Ou même que vous allez utiliser plus tard dans la course. C'est pourquoi je vous préconise de le mettre en premier dans le sac, donc ça sera dans le fond de votre sac. Ici, je vais prendre ma petite couche thermique que je ne mettrai sûrement pas avec ce temps. Peut-être que je la mettrai durant la nuit de la course, donc elle doit rester quand même assez accessible. Et là, vous voyez, ça a quand même un gros volume et dans un petit sac, c'est compliqué. Et c'est là que vient le premier petit tips, utiliser des sacs de congélation. Astucieux le mec. C'est très simple. Hop, on va l'ouvrir. Vous le mettez dans le sac. Voilà. Et là, vous faites le vide d'air. On pousse. On referme le sac, que généralement c'est imperméable. Et vous le mettez en premier dans la poche principale de votre sac. Donc il sera tout dans le fond. Donc ça va être la chose qui va être la moins accessible. Deuxième chose que je ne pense pas utiliser, ou du moins pour la nuit, c'est mon bonnet et mes gants. Idem, je vais le mettre dans un sac de congélation. Différent, parce que c'est pas parce que j'ai besoin de ma sous-couche que j'ai besoin de mes gants et bonnets. Donc vous devez avoir vraiment des paquets très différents. Même chose, je pousse, je fais le vide d'air, je ferme mon sac et hop, je le mets dedans. Et là, il me reste mon pantalon imperméable. Alors ça, tout dépend des courses. C'est à vous de vous mettre une priorité dans vos sacs de congélation. Ici, admettons, s'il commence à faire pas beau, qu'il y a des risques de pluie, je vais mettre mon pantalon imperméable assez haut dans mon sac. Le but, c'est d'avoir quelque chose de bien plat, vous les mettez les uns sur les autres. Il me reste donc mes frontales. Alors là, la frontale, on va sortir la principale et on va garder les 2 batteries plus les lampes de rechange à disposition au cas où. Il vous reste votre veste imperméable. Et alors, dans la plupart des sacs de trail, vous avez une poche qui est dédiée à cela. Ici, sur les Salomon Advance-Skin 12, vous avez la poche tout en bas ici, ou alors sur certains sacs Advance-Skin de la génération précédente, c'était ici au-dessus. Mais de base, si vous êtes assez souple, vous devez avoir accès à cette poche veste. Donc le but étant de la compresser et de la mettre dans la poche veste qui se trouve tout ici en dessous. Voilà. Comme ça, vous y avez accès directement sans devoir enlever votre sac et ouvrir votre sac. Alors, je ne peux que vous préconiser de, quand vous achetez votre veste et que vous essayez votre veste dans un magasin, c'est de mettre un sac rempli, de mettre votre sac de trail et de l'essayer avec votre sac sur le dos. Pourquoi ? Parce qu'une veste de trail, ça se met au-dessus du sac et pas en dessous du sac. Parce que s'il pleut, et puis qu'il pleut plus, et puis qu'il pleut, et puis qu'il pleut plus, eh ben tu dois retirer, enlever ton sac, retirer, remettre ton sac, retirer, remettre ton sac, retirer, remettre ton sac. Ici, c'est très simple. Je mets ma veste au-dessus de mon sac. Voilà, et magie, ça passe. Et c'est pour ça que maintenant, sur les vestes modernes, parce que les toutes premières générations n'avaient pas ça, il y a un soufflet sur le dos pour avoir vraiment le volume du sac. Et c'est pour ça que quand vous ouvrez
votre poche intérieure, vous avez un petit bout pour faire passer la tétine de votre flasque. Voilà, je me retrouve avec mon sac, donc avec tout le textile et le petit matériel, à savoir que dedans, généralement, vous avez une petite poche et là, je mets tout ce qui est petite pharmacie avec le bandage, les petits cachets s'il faut, une petite crème solaire, les sacs à caca, parce que les sacs à caca, c'est la vie. Ne laissez pas vos cacas sur le chemin. Hop, et donc je mets tout ça là et aussi la couverture de survie qui se trouve juste dedans. Donc là, tout est bien mis, hop, et ça ne prend pas un volume vraiment énorme, vous voyez. On n'a pas l'impression que tu as ton sac de 50 litres pour aller faire le GR20 alors que tu fais un trail de 40 bornes. Ensuite, vous mettez, hop, c'est pour ceux qui sont adeptes, moi je ne suis pas adepte du tout, la poche à eau. La poche à eau, généralement, vous avez une poche dédiée ici. Et alors là, on a un œuf appelé, c'est que les gens qui ne font pas le vide d'air dans leur poche à eau et que pendant toute ta course ça fait ah les gars, il suffit de retourner votre poche à eau et de vider l'air et là plus de flap flap et c'est un plaisir pour les oreilles des gens qui vous entourent. Moi je ne mets pas de poche à eau, je trouve ça complètement débile. Très très simple, la nutrition c'est toujours plus facile de les mettre quand vos flasques sont mises. Parce que si vous mettez vos flasques après avoir mis votre nutrition, ben en fait, dans le fond, votre nutrition elle a pris la place de la flasque. Une fois que vos flasques sont mises toutes les deux, la frontale, généralement, quand vous démarrez un ultra, vous l'avez sur la tête. Donc, elle est sur votre tête. Mais admettons que vous partez fin d'après-midi ou tôt le matin au crépuscule et vous n'en avez pas spécialement besoin. Si j'étais vous, je la mettrais dans une des poches kangourou, dans le fond, sur le côté, ici. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez utiliser tout de suite. Deuxième chose que vous n'allez pas utiliser spécialement, c'est votre gobelet réutilisable. Alors là, c'est très simple, je le mets dans la même poche que la frontale, mais de l'autre côté, un petit peu plus loin. Pour ceux qui accrochent leur gobelet à leur sac et que ça ballotte pendant toute la course, s'il vous plaît, non, faites pas ça. Si vous, ça ne vous ennuie pas, les gens qui sont autour de vous, c'est excessivement énervant. Passons ensuite au plus important, la nutrition. Tac, alors c'est très simple, j'ai pris un petit peu de tout. J'ai des galettes, j'ai des gels et des petites barres de pâte de fruits. J'ai aussi des barres un petit peu plus dures comme celle-ci. Il faut que vous ayez une certaine logique dans ce que vous déposez dans votre sac. Parce que ici, en démarrant la course, vous êtes bien, donc pas de problème. Par contre, quand vous avez 6, 7, 8 heures de course dans les pattes, vous n'êtes pas spécialement hyper lucide. Et donc, avoir une logique dans ce que vous mettez dans votre sac, c'est hyper important. C'est pourquoi, moi, généralement, je mets mes gels et les petites pâtes de fruits, donc tout ce qui est un petit peu mou, sur la gauche. Hop, voilà, je peux en mettre 2, 3, 4 en fonction de la distance que vous faites. C'est à vous de vous faire votre plan nutrition. Et tout ce qui est solide, les petites barres et les gaufrettes, je les mets à droite. Comme ça, quand j'ai la tête complètement dans le cake, j'ai pas à chercher. Je sais qu'à gauche, j'ai tout ce qui est gel et petites pâtes de fruits. Et à droite, j'ai tout ce qui est solide. C'est simple. Il me reste ensuite mes 2 poches zippées à gauche et à droite. Généralement, je mets mon téléphone d'un côté, de l'autre, je mets mes clés. Et il me reste généralement une petite poche sur mon short pour mettre mes déchets ou ainsi de suite que je mets également ici. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu et je laisse la parole à mon nouvel acolyte. Merci Yuri pour cette présentation détaillée de ton sac de trail. On passe maintenant à mes 3 anecdotes et je commence par ma première erreur. Alors une erreur que j'ai faite au marathon de Londres, donc cette année, c'est tout récent pour le coup, c'est de ne pas avoir bien géré mon petit déjeuner. Le matin du jour J, je me suis levée assez tôt, mais j'aime bien dormir. Alors j'avais que 40 minutes environ pour manger et prendre mon petit déj à l'hôtel, mais en fait ça passe super vite et du coup j'ai mangé un tout petit peu parce que de toute façon le matin j'ai jamais faim et très vite on est parti en car jusqu'au départ du marathon et l'attente dans le sas a été super longue
Et là, en fait, j'ai commencé à avoir super faim et j'ai très vite regretté de ne pas avoir pris quelque chose de solide avec moi. J'avais juste du liquide et des gels sur moi, mais rien de consistant. J'avais absolument rien parce que je me suis dit qu'il y avait les ravitaux sur le marathon au cas où si j'avais faim, mais j'avais pas pensé à avant la course dans le sas. J'ai pris le départ du marathon de Londres avec le ventre qui gargouillait et j'étais trop timide pour demander à quelqu'un une barre ou autre. Alors le conseil que je vous donne, même si vous n'avez pas faim, prenez toujours du solide avec vous pour le trajet et l'attente avant la course. Surtout pour un gros événement comme celui-ci où vraiment l'attente est très très longue, beaucoup plus longue qu'un marathon lambda. Et les gels ne suffisent pas pour tenir. Ceci dit, ça ne m'a pas empêché de battre mon RP sur marathon, donc ça s'est plutôt bien terminé. Alors il y a 10 ans de ça, pour mon tout premier marathon, j'ai fait une erreur assez importante. Je me suis surentraînée juste avant le jour J. J'avais fait quelques semi-marathons avant, mais c'était ma plus longue distance. J'ai appris que j'allais courir le marathon de Paris 1 mois et demi avant le jour J, grâce à un jeu concours que ma sœur avait participé. Donc déjà ça partait très mal car j'ai pas pu m'entraîner correctement parce que le délai en fait était extrêmement court. J'étais stressée à l'idée de courir mon premier marathon et je me suis dit qu'il fallait que je fasse plus qu'une distance semi-marathon pour être prête pour un marathon. Et là, grosse erreur. Déjà, j'ai cumulé des kilomètres, preuve à l'appui, où on voit bien que je fais 27 km, ma distance record à cette époque. 3 jours plus tard, j'enchaîne avec un 20 et ensuite j'enchaîne avec un 30 km. Je précise encore que j'avais jamais fait autant de kilomètres en peu de temps et résultat, je suis arrivée au départ du marathon surentraînée. J'étais trop fatiguée. Il aurait été mieux que je sois légèrement sous-entraînée, mais bien reposée, et trop de kilomètres avant un marathon, ça peut vraiment vous tuer la course. Au final, j'ai quand même couru du début jusqu'à la fin, mais je me suis chopé des périostites de l'extrême. Mais pour ma défense, je connaissais encore rien du marathon, comment bien s'entraîner, je connaissais pas les alertes de mon corps, ni même la connaissance des blessures chez un coureur. Donc, moralité de l'histoire, il faut savoir se reposer avant le jour J. Alors pour rebondir sur les périostites, avant je me blessais au moins 2 fois par an, toujours au même endroit, la même chose, des périostites au niveau du tibia. Limite ça devenait une normalité. Ça me faisait une douleur aiguë et souvent c'est quand je forçais de trop durant mes entraînements ou après une séance à froid, la douleur se réveillait. Et le pire, c'est que je comprenais pas pourquoi. Certains médecins du sport m'avaient dit que je ne buvais pas assez, mais bon, j'ai retenu ça vraiment vite fait, sans trop faire d'efforts sur mon hydratation. Donc, dès que j'étais blessée au tibia, je prenais direct rendez-vous pour faire des séances de mésothérapie qui, petit aparté, ça marchait vraiment trop bien sur moi. Donc en gros, c'est des micro-injections d'anti-inflammatoires sous la peau, directement sur la zone douloureuse pour calmer l'inflammation. Et puis un jour, j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien esthétique, oui, juste parce qu'il était dispo plus vite que les autres médecins du sport. Et là, ce médecin me sort une phrase que j'oublierai jamais. Il me dit, vous savez, les tendons et les ligaments, c'est comme des plantes, si vous ne les arrosez pas assez, elles finissent par mourir. Et là, gros déclic, moi qui pouvais courir des heures et boire quasiment rien de la journée, bah là j'ai compris en fait que je m'hydratais clairement pas assez. Je buvais clairement pas assez d'eau dans la vie de tous les jours et depuis 2 ans j'ai changé mes habitudes. Donc maintenant je bois environ 1 litre et demi d'eau par jour. Et résultat, bah ça fait 2 ans que je n'ai pas eu de périostite ni pendant mes runs ni après à froid. Comme quoi, hein, parfois ce sont des petits détails qu'on néglige complètement mais qui changent tout. Et maintenant je passe le relais à Nuno, votre coach sportif qui va vous parler de la VMA.
Tu veux courir plus vite, progresser en endurance ou mieux structurer tes entraînements? Alors il est temps de t'intéresser à un indicateur clé de ta performance, la VMA. Alors qu'est-ce que la VMA? C'est la vitesse maximale aérobie. C'est la vitesse à partir de laquelle ton corps consomme le maximum d'oxygène. C'est le moment où ton système cardio-respiratoire tourne à plein régime. En pratique, c'est la vitesse que tu peux tenir entre 4 et 6 minutes à bloc avant que ton corps bascule totalement dans l'anaérobie, c'est-à-dire le moment où ça t'oblige à ralentir. Alors pourquoi c'est important? Parce que ta VMA va déterminer ton potentiel de base. Plus ta VMA est élevée, plus tu vas pouvoir courir vite tout en restant dans ta filière aérobie. Comment connaître ta VMA? Donc très simple, tu vas avoir plusieurs façons. Le premier, qui est peut-être certainement le plus fiable, c'est de le faire en laboratoire. La seule chose et le conseil que je te donne, c'est surtout de faire ce test sur tapis. Le deuxième, c'est le test terrain. Alors le test VAM-EVAL que tu vas pouvoir faire en club ou avec un coach. Allure progressive sur piste avec plow ou bien piste audio. Le principe, c'est de pouvoir courir le plus rapidement possible jusqu'à épuisement pour pouvoir déterminer ta VMA. Le deuxième que tu vas également pouvoir faire sur terrain en autonomie, c'est le test demi-Cooper. Le principe est très simple. Tu vas devoir couvrir le maximum de distance entre 4 et 6 minutes de telle manière à pouvoir là aussi déterminer ta VMA. Je vais prendre un exemple très concret. Sur un test de 6 minutes, si tu as réussi à faire 1500 mètres, ta VMA va être de 15 km/h. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est comment on peut l'améliorer. Donc la VMA se travaille en sollicitant assez régulièrement le haut niveau de ta filière aérobie. Et pour ça, on va aller chercher donc des séances assez classiques, donc les fameuses séances de 30-30 ou de 45-45, voire 1 minute. Le tout, c'est de faire ça sur piste, par exemple. Le but est de développer ta capacité à soutenir un effort intense. On appelle ça dans le jargon les séances à VMA courtes. Maintenant, on peut aussi travailler sa VMA sur des fractionnés longs, donc type par exemple 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Exactement le même principe. 3 minutes à effort intense. La seule différence, c'est qu'au lieu d'être 100% de sa VMA, on va plutôt être aux alentours de 90-95%. Le temps de récupération va être lui identique au temps d'effort. Tu vas améliorer ton endurance à haute intensité. Enfin, on a un autre système aussi qui va pouvoir permettre de travailler les VMA et c'est certainement d'un point de vue personnel mes préférés. Ça va être les séances de VMA sur côte ou sur escalier. Donc là, c'est idéal pour travailler l'aspect cardio mais aussi le renforcement musculaire. Voilà, le type de séance que j'affectionne particulièrement, c'est par exemple 20 secondes ou 30 ou voire 40 secondes de montée explosive et ensuite on redescend très calmement. Une autre séance aussi très sympathique à réaliser, là par exemple en nature, s'appelle le fartlek. Là on va plutôt se baser sur des sensations. Là on va partir dans la nature, on va chercher à courir vite, assez proche de sa VMA, sans forcément se préoccuper des allures qui sont indiquées sur la montre. Le gros avantage, c'est que ça va te permettre de pouvoir travailler sur des allures variées, mais aussi d'y apporter beaucoup de ludique et beaucoup de fun là-dedans. C'est notamment ces séances-là que l'on va beaucoup utiliser en trail, voire en ultra trail. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est combien de fois par semaine on va travailler sa VMA. Alors moi, ce que je préconise, c'est de faire à peu près 1 ou 2 fois par semaine en laissant suffisamment de temps de récupération entre chaque séance. Ce qui va être important, c'est de bien s'échauffer avant, entre 10, 15, voire 30 minutes en fonction de la saison à laquelle on réalise ce travail de VMA. Par exemple, en été, lorsqu'il fait chaud, on n'a pas spécialement besoin de s'échauffer pendant 30 minutes. L'hiver, tu l'auras compris, il va peut-être faire un petit peu plus froid, on va allonger son temps d'échauffement. Juste avant de faire les exercices, il est toujours important de pouvoir faire des exercices de gamme, type talons-fesses, montée de genoux, etc. Ensuite, on réalise sa séance du jour, durée 20, 30, 40 minutes en fonction du contenu de la séance. N'oublie pas surtout de pouvoir finir avec un retour au calme, très tranquillement. Ça peut être soit en trottinant à très basse intensité, voire faire de la marche. Après, garde bien à l'esprit que le moment où tu vas progresser, ce n'est pas forcément au moment de la séance d'entraînement, au moment de la récupération, c'est-à-dire lorsque tu es chez toi, au moment du sommeil, au moment où il faut dormir, c'est de consacrer suffisamment de temps de sommeil pour que ton corps assimile les efforts que tu auras fait dans la journée, de telle manière à pouvoir être plus fort le lendemain, voire le surlendemain. Donc en résumé, ce que tu dois retenir, c'est que la VMA, c'est la vitesse maximale à laquelle ton corps consomme le maximum d'oxygène. Elle se mesure sur un test terrain, voire laboratoire. On va la développer grâce à des séances bien ciblées et elle te sert de base pour pouvoir t'entraîner plus intelligemment. Donc tu l'auras compris, si tu veux aller un petit peu plus loin, dans ces cas-là, je te conseille de faire dans un premier temps le test VMA, d'adapter tes allures et tu verras que les progrès vont arriver progressivement.
Le tout, c'est de faire preuve de beaucoup de patience. Donc, est-ce que tu bosses ta VMA? Écoute, moi, je serais très curieux de le savoir, donc n'hésite pas à mettre tout ça en commentaire. Voilà, dis-moi quelles sont les séances qui te font peut-être le plus transpirer ou voir celles qui te font peut-être le plus peur. Et si tu veux une vidéo 100% trail, dans ces cas-là, abonne-toi à cette chaîne et on en parle très vite. Allez, à plus! Merci Nuno pour toutes ces explications concernant la VMA, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans la prochaine vidéo, on va mettre les compteurs à zéro et se tirer à la bourre sur un test VMA. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire qui sera le grand gagnant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater ça. Allez, à très vite sur Pulse.